Chapitre 13. Les ciseaux anglais. Une jeune fille de 16 ans avait un teint de rose. Et elle mettait du rouge. Polidori. Pour Julien, l'offre de Fouqué lui avait en effet enlevé tout bonheur. Il ne pouvait s'arrêter à aucun parti. Et là, peut-être manquais-je de caractère, j'eusse été un mauvais soldat. De Napoléon. Du moins, ajouta-t-il, ma petite intrigue avec la maîtresse du logis va me distraire un moment. Heureusement pour lui, même dans ce petit incide subalterne, l'intérieur de son âme répondait mal à son langage cavalier. Il avait peur de Madame de Rênal à cause de sa robe si jolie. Cette robe était assez l'avant-garde de Paris. Son orgueil ne voulut rien laisser au hasard et à l'inspiration du moment. D'après les confidences de Fouqué, et le peu qu'il avait lu sur l'amour dans sa Bible, il se fit un plan de campagne fort détaillé. Comme, sans se l'avouer, il était fort troublé. Il écrivit ce plan. Le lendemain matin au salon, Madame de Rênal fut un instant seule avec lui. N'avez-vous point d'autre nom que Julien? Lui dit-elle. À cette demande si flatteuse, notre héros ne sut que répondre. Cette circonstance n'était pas prévue dans son plan. Sans cette sottise de faire un plan, l'esprit vif de Julien l'eût bien servi, la surprise n'eût fait qu'ajouter à la vivacité de ses aperçus. Il fut gauche et s'exagéra sa gaucherie. Madame de Rênal la lui pardonna. Bien vite, elle y vit l'effet d'une candeur charmante. Et ce qui manquait précisément à ses yeux à cet homme, auquel on trouvait tant de génie, c'était l'air de la candeur. Ton petit précepteur m'inspire beaucoup de méfiance, lui disait quelquefois Madame Derville. Je lui trouve l'air de penser toujours et de n'agir qu'avec politique. C'est un sournois. Julien resta profondément humilié du malheur de n'avoir su que répondre à Madame de Rênal. Un homme comme moi se doit de réparer cet échec, et saisissant le moment où l'on passait d'une pièce à l'autre, il crut de son devoir de donner un baiser à Madame de Rênal. Rien de moins amené, rien de moins agréable, et pour lui et pour elle. Rien de plus imprudent. Ils furent sur le point d'être aperçus. Madame de Rênal le crut fou. Elle fut effrayée et surtout choquée. Cette sottise lui rappela Monsieur Valenod. Que m'arriverait-il, se dit-elle, si j'étais seule avec lui? Toute sa vertu revint, parce que l'amour s'éclipsait. Elle s'arrangea de façon à ce qu'un de ses enfants restât toujours auprès d'elle. La journée fut ennuyeuse pour Julien, il la passa tout entière à exécuter avec gaucherie son plan de séduction. Il ne regarda pas une seule fois Madame de Rênal, sans que ce regard n'eût un pourquoi. Cependant, il n'était pas assez sot pour ne pas voir qu'il ne réussissait point à être aimable et encore moins séduisant. Madame de Rênal ne revenait point de son étonnement de le trouver si gauche. Et en même temps si hardi. C'est la timidité de l'amour, dans un homme d'esprit, se dit-elle enfin, avec une joie inexprimable. Serait-il possible qu'il n'eût jamais été aimé de ma rivale? Après le déjeuner, Madame de Rênal rentra dans le salon pour recevoir la visite de Monsieur Charcot de Maugiron, le sous-préfet de Bray. Elle travaillait à un petit métier de tapisserie fort élevé. Madame Derville était à ses côtés. Ce fut dans une telle position, et par le plus grand jour que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de Madame de Rênal, dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment les regards du galant sous-préfet. Madame de Rênal eut une peur extrême, elle laissa tomber ses ciseaux, son peloton de laine, ses aiguilles, et le mouvement de Julien put passer pour une tentative gauche destinée à empêcher la chute des ciseaux qu'il avait vu glisser. Heureusement ces petits ciseaux d'acier anglais se brisèrent, et Madame de Rênal ne tarit pas en regret de ce que Julien ne s'était pas trouvé plus près d'elle. Vous avez aperçu la chute avant moi, vous l'eussiez empêchée, au lieu
De cela, votre zèle n'a réussi qu'à me donner un fort grand coup de pied. Tout cela trompa le sous-préfet, mais non madame Derville. Ce joli garçon a de bien sottes manières, pensa-t-elle. Le savoir-vivre d'une capitale de province ne pardonne point ces sortes de fautes. Madame de Rênal trouva le moment de dire à Julien: soyez prudent, je vous l'ordonne. Julien voyait sa gaucherie, il avait de l'humeur. Il délibéra longtemps, avec lui-même, pour savoir s'il devait se fâcher de ce mot, je vous l'ordonne. Il fut assez sot pour penser, elle pourrait me dire je l'ordonne, s'il s'agissait de quelque chose de relatif à l'éducation des enfants, mais en répondant à mon amour, elle suppose l'égalité. On ne peut aimer sans égalité, et tout son esprit se perdit à faire des lieux communs sur l'égalité. Il se répétait avec colère ce vers de Corneille, que madame Derville lui avait appris quelques jours auparavant. L'amour fait les égalités et ne les cherche pas. Julien, s'obstinant à jouer le rôle d'un Don Juan, lui qui de la vie n'avait eu de maîtresse, il fut sot à mourir toute la journée. Il n'eut qu'une idée juste, ennuyé de lui et de madame de Rênal, il voyait avec effroi s'avancer la soirée où il serait assis au jardin, à côté d'elle. Et dans l'obscurité, il dit à monsieur de Rênal qu'il allait à Verrières voir le curé. Il partit après dîner et ne rentra que dans la nuit. À Verrières, Julien trouva monsieur Chélan occupé à déménager. Il venait enfin d'être destitué, le vicaire Malon le remplaçait. Julien aida le bon curé, et il eut l'idée d'écrire à Fouqué que la vocation irrésistible qu'il se sentait pour le saint ministère l'avait empêché d'accepter d'abord ses offres obligeantes, mais qu'il venait de voir un tel exemple d'injustice que peut-être il serait plus avantageux à son salut de ne pas entrer dans les ordres sacrés. Julien s'applaudit de sa finesse à tirer parti de la destitution du curé de Verrières pour se laisser une porte ouverte et revenir au commerce. Si dans son esprit la triste prudence l'emportait sur l'héroïsme. Chapitre 4. Le chant du coq. Amour en latin fect amor. Or donc provient d'amour la mort. Et par avant, sulci qui mord. Deuil, plour, piège, forfaits, remords. Blason d'amour. Si Julien avait eu un peu de l'adresse qu'il se supposait si gratuitement, il eût pu s'applaudir le lendemain de l'effet produit par son voyage à Verrières. Son absence avait fait oublier ses gaucheries. Ce jour-là encore, il fut assez maussade, sur le soir une idée ridicule lui vint et il la communiqua à madame de Rênal, avec une rare intrépidité. À peine fut-on assis au jardin que, sans attendre une obscurité suffisante, Julien approcha sa bouche de l'oreille de madame de Rênal, et, au risque de la compromettre horriblement, il lui dit: Madame, cette nuit, à 2 heures, j'irai dans votre chambre, je dois vous dire quelque chose. Julien tremblait que sa demande ne fût accordée. Son rôle de séducteur lui pesait si horriblement que, s'il eût pu suivre son penchant, il se fut retiré dans sa chambre pour plusieurs jours, et n'eut plus vu ses dames. Il comprenait que, par sa conduite savante de la veille, il avait gâté toutes les belles apparences du jour précédent, et ne savait réellement à quel saint se vouer. Madame de Rênal répondit avec une indignation réelle, et nullement exagérée, à l'annonce impertinente que Julien osait lui faire. Il crut voir du mépris dans sa courte réponse. Il est sûr que dans cette réponse, prononcée fort bas, le mot fit donc avait paru. Sous prétexte de quelque chose à dire aux enfants, Julien alla dans leur chambre, et à son retour il se plaça à côté de madame Derville et fort loin de madame de Rênal. Il s'ôta ainsi toute possibilité de lui prendre la main. La conversation fut sérieuse, et Julien s'en tira fort bien, à quelques moments de silence près, pendant lesquels il se creusait la cervelle.
Que ne puis-je inventer quelque belle manœuvre, se disait-il, pour forcer madame de Rênal à me rendre ces marques de tendresse non équivoques, qui me faisaient croire il y a 3 jours, qu'elle était à moi. Julien était extrêmement déconcerté de l'état presque désespéré où il avait mis ses affaires. Rien cependant ne l'eût plus embarrassé que le succès. Lorsqu'on se sépara à minuit, son pessimisme lui fit croire qu'il jouissait du mépris de madame Derville, et que probablement il n'était guère mieux avec madame de Rênal. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il était à 1000 lieues de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec madame de Rênal, en se contentant comme un enfant du bonheur qu'apporterait chaque journée. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes, un instant après, il les trouvait absurdes, il était en un mot fort malheureux. Quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château, ce bruit le réveilla comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Il n'avait plus songé à ça proposition impertinente, depuis le moment où il l'avait faite, elle avait été si mal reçue. Je lui ai dit que j'irais chez elle à 2 heures, se dit-il en se levant, je puis être inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d'un paysan, madame Derville me l'a fait assez entendre, mais du moins, je ne serai pas faible. Julien avait raison de s'applaudir de son courage, jamais il ne s'était imposé une contrainte plus pénible. En ouvrant sa porte, il était tellement tremblant que ses genoux se dérobaient sous lui, et il fut forcé de s'appuyer contre le mur. Il était sans souliers. Il alla écouter à la porte de monsieur de Rênal, dont il put distinguer le ronflement. Il en fut désolé. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle. Mais grand Dieu, qui ferait-il? Il n'avait aucun projet, et quand il en aurait eu, il se sentait tellement troublé qu'il eût été hors d'état de les suivre. Enfin souffrant plus 1000 fois que s'il eût marché à la mort, il entra dans le petit corridor qui menait à la chambre de madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière, une veilleuse brûlait sous la cheminée, il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. Malheureux, s'écria-t-elle, il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel, ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avait produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Mais, dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes, il fit des efforts d'attention incroyables pour gâter ce qu'il avait d'aimable, au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître, et au remords qui en relevait la vivacité. L'idée du devoir ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. Il craignait un remords affreux, et un ridicule éternel, s'il s'écartait du modèle idéal qu'il se proposait de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C'est une jeune fille de 16 ans, qui a des couleurs charmantes, et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge. Mortellement effrayée de l'apparition de Julien, madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes, les pleurs et le désespoir.
de Julien la troublait vivement. Même quand elle n'eut plus rien à lui refuser, elle repoussait Julien loin d'elle, avec une indignation réelle, et ensuite se jetait dans ses bras. Aucun projet ne paraissait dans toute cette conduite. Elle se croyait damnée sans rémission, et cherchait à se cacher la vue de l'enfer, en accablant Julien des plus vives caresses. En un mot, rien n'eût manqué au bonheur de notre héros, pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, s'il eût su en jouir. Le départ de Julien ne fit point cesser les transports qui l'agitaient, malgré elle, et ses combats avec les remords qui la déchiraient. Mon Dieu! Être heureux, être aimé, n'est-ce que ça? Telle fut la première pensée de Julien, en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré. Elle est habituée à désirer, ne trouve plus quoi désirer, et cependant n'a pas encore de souvenir. Comme le soldat qui revient de la parade, Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite. N'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même? Ai-je bien joué mon rôle? Et quel rôle? Celui d'un homme accoutumé à être brillante avec les femmes. Chapitre 15. Le lendemain. Et turn the sleep towards, and with the sand. Called back the tangle of her wandering air. Badon Juan C. I. 170. Heureusement, pour la gloire de Julien, Madame de Rênal avait été trop agitée, trop étonnée, pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en un moment, était devenu tout au monde pour elle. Comme elle l'engageait à se retirer, voyant poindre le jour. Oh, mon Dieu, disait-elle, si mon mari a entendu du bruit, je suis perdue. Julien, qui avait le temps de faire des phrases, se souvint de celle-ci. Regretteriez-vous la vie? Ah, beaucoup dans ce moment. Mais je ne regretterai pas de vous avoir connu. Julien trouva de sa dignité de rentrer exprès au grand jour et avec imprudence. L'attention continue avec laquelle il étudiait ses moindres actions. Dans la folle idée de paraître un homme d'expérience, n'eut qu'un avantage, lorsqu'il revit Madame de Rênal à déjeuner, sa conduite fut un chef-d'œuvre de prudence. Pour elle, elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux, et ne pouvait vivre un instant sans le regarder. Elle s'apercevait de son trouble, et ses efforts pour le cacher le redoublaient. Julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle. D'abord Madame de Rênal admira sa prudence. Bientôt, voyant que cet unique regard ne se répétait pas, elle fut alarmée. Est-ce qu'il ne m'aimerait plus, se dit-elle, et là, je suis bien vieille pour lui, j'ai 10 ans de plus que lui. En passant de la salle à manger au jardin, elle serra la main de Julien. Dans la surprise que lui causa une marque d'amour si extraordinaire, il la regarda avec passion, car elle lui avait semblé bien jolie au déjeuner, et, tout en baissant les yeux, il avait passé son temps à se détailler ses charmes. Ce regard consola Madame de Rênal, il ne lui ôta pas toutes ses inquiétudes, mais ses inquiétudes lui ôtaient presque tout à fait ses remords envers son mari. Au déjeuner, ce mari ne s'était aperçu de rien, il n'en était pas de même de Madame Derville. Elle crut Madame de Rênal sur le point de succomber. Pendant toute la journée, son amitié hardie et incisive ne lui épargna pas les demi-mots destinés à lui peindre, sous de hideuses couleurs, le danger qu'elle courait. Madame de Rênal brûlait de se trouver seule avec Julien. Elle voulait lui demander s'il l'aimait encore. Malgré la douceur inaltérable de son caractère, elle fut plusieurs fois sur le point de faire entendre à son ami combien elle était importune. Le soir, au jardin, Madame Derville arrangea si bien les choses, qu'elle se trouva placée entre Madame de Rênal et Julien. Madame de Rênal qui s'était fait une image délicieuse du plaisir de serrer la main de Julien, et de
la porter à ses lèvres, ne put pas même lui adresser un mot. Ce contretemps augmenta son agitation. Elle était dévorée d'un remords. Elle avait tant grondé Julien de l'imprudence qu'il avait fait tant, venant chez elle la nuit précédente, qu'elle tremblait qu'il ne vînt pas. Celle-ci, elle quitta le jardin de bonne heure, et alla s'établir dans sa chambre. Mais ne tenant pas à son impatience, elle vint coller son oreille contre la porte de Julien. Malgré l'incertitude et la passion qui la dévorait, elle n'osa point entrer. Cette action lui semblait la dernière des bassesses, car elle sert de texte à un dicton de province. Les domestiques n'étaient pas tout couchés. La prudence l'obligea enfin à revenir chez elle. 2 heures d'attente furent 2 siècles de tourments, mais Julien était trop fidèle à ce qu'il appelait le devoir pour manquer à exécuter de point en point ce qu'il s'était prescrit. Comme une heure sonnait, il s'échappa doucement de sa chambre, s'assura que le maître de la maison était profondément endormi, et parut chez Madame de Rênal. Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son ami, car il songea moins constamment au rôle à jouer. Il eut des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Ce que Madame de Rênal lui dit de son âge contribua à lui donner quelque assurance. Et là, j'ai 10 ans de plus que vous. Comment pouvez-vous m'aimer, lui, répétait-elle sans projet et parce que cette idée l'opprimait. Julien ne concevait pas ce malheur, mais il vit qu'il était réel, et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule. La sotte idée d'être regardé comme un amant subalterne, à cause de sa naissance obscure, disparut aussi. À mesure que les transports de Julien rassuraient sa timide maîtresse, elle reprenait un peu de bonheur et la faculté de juger son amant. Heureusement il n'eut presque pas, ce jour-là, cet air emprunté qui avait fait du rendez-vous de la veille une victoire, mais non pas un plaisir. Si elle se fût aperçue de son attention à jouer un rôle, cette triste découverte lui eût à jamais enlevé tout bonheur. Elle n'y eût pu voir autre chose qu'un triste effet de la disproportion des âges. Quoique Madame de Rênal n'eût jamais pensé aux théories de l'amour, la différence d'âge est, après celle de la fortune, un des grands lieux communs de la plaisanterie de province, toutes les fois qu'il est question d'amour. En peu de jours, Julien, rendu à toute l'ardeur de son âge, fut éperdument amoureux. Il faut convenir, se disait-il, qu'elle a une bonté d'âme angélique, et l'on n'est pas plus joli. Il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer. Dans un moment d'abandon, il lui avoua même toutes ses inquiétudes. Cette confidence porta à son comble la passion qui l'inspirait. Je n'ai donc point eu de rivale heureuse, se disait Madame de Rênal avec délice. Elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt. Julien lui jura que c'était celui d'un homme. Quand il restait à Madame de Rênal assez de sang-froid pour réfléchir, elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur existât, et que jamais elle ne s'en fût doutée. Ah, se disait-elle, si j'avais connu Julien il y a 10 ans quand je pouvais encore passer pour jolie. Julien était fort éloigné de ses pensées. Son amour était encore de l'ambition, c'était de la joie de posséder, lui pauvre être si malheureux et si méprisé, une femme aussi noble et aussi belle. Ses actes d'adoration, ses transports à la vue des charmes de son amie finirent par la rassurer un peu sur la différence d'âge. Si elle eût possédé un peu de ce savoir-vivre dont une femme de 30 ans jouit depuis longtemps dans les pays plus civilisés, elle eût frémi pour la durée d'un amour qui ne semblait vivre que de surprise et de ravissement. D'amour propre. Dans ces moments d'oubli d'ambition, Julien admirait avec transport. Jusqu'au chapeau, jusqu'aux robes de Madame de Rênal. Il ne pouvait se rassasier du plaisir de sentir leur parfum. Il ouvrait son armoire de glace et restait des heures entières, admirant la beauté et l'arrangement de tout ce qu'il y trouvait.
Son ami, appuyé sur lui, le regardait, lui regardait ses bijoux, ses chiffons qui, la veille d'un mariage, emplissent une corbeille de noces. J'aurais pu épouser un tel homme, pensait quelquefois Madame de Rênal. Quelle âme de feu, quelle vie ravissante avec lui. Pour Julien, jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine. Il est impossible, se disait-il, qu'à Paris on ait quelque chose de plus beau. Alors il ne trouvait point d'objection à son bonheur. Souvent la sincère admiration et les transports de sa maîtresse lui faisaient oublier la vaine théorie qui l'avait rendu si compassé et presque si ridicule dans les premiers moments de cette liaison. Il y eut des moments où, malgré ses habitudes d'hypocrisie, il trouvait une douceur extrême à avouer à cette grande dame qu'il admirait, son ignorance d'une foule de petits usages. Le rang de sa maîtresse semblait l'élever au-dessus de lui-même. Madame de Rênal, de son côté, trouvait la plus douce des voluptés morales à instruire. Ainsi, dans une foule de petites choses, ce jeune homme rempli de génie, et qui était regardé par tout le monde comme devant un jour à Lessie. Loin, même le sous-préfet et monsieur Valenod ne pouvaient s'empêcher de l'admirer, il lui en semblait moins sot. Quant à Madame Derville, elle était bien loin d'avoir à exprimer les mêmes sentiments. Désespérée de ce qu'elle croyait deviner, et voyant que les sages avis devenaient odieux à une femme qui, à la lettre, avait perdu la tête, elle quitta Vergy, sans donner une explication qu'on se garda de lui demander. Madame de Rênal en versa quelques larmes, et bientôt il lui sembla que sa félicité redoublait. Par ce départ, elle se trouvait presque toute la journée tête à tête avec son amant. Julien se livrait d'autant plus à la douce société de son ami que, toutes les fois qu'il était trop longtemps seul avec lui-même, la fatale proposition de Fouqué venait encore l'agiter. Dans les premiers jours de cette vie nouvelle, il y eut des moments où lui qui n'avait jamais aimé, qui n'avait jamais été aimé de personne, trouvait un si délicieux plaisir à être sincère, qu'il était sur le point d'avouer à Madame de Rênal l'ambition qui jusqu'alors avait été l'essence même de sa vie. Il eût voulu pouvoir la consulter sur l'étrange tentation que lui donnait la proposition de Fouqué, mais un petit événement empêcha toute franchise. Chapitre 16. Le premier adjoint. Oh, how this spring of love resembles the uncertain glory of an April day, which now show all the beauty of the sun. And by a cloud takes all away. Tout gentleman of Verona. Un soir au coucher du soleil, assis auprès de son ami, au fond du verger, loin des importuns, il rêvait profondément. Des moments si doux, pensait-il, dureront-ils toujours? Son âme était tout occupée de la difficulté et de la nécessité de prendre un état, il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche. Ah, s'écria-t-il, que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français. Qui le remplacera? Que feront sans lui les malheureux, même plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation, et qui ensuite n'ont pas assez d'argent pour acheter un homme à 20 ans et se pousser dans une carrière. Quoi qu'on fasse, ajouta-t-il avec un profond soupir, ce souvenir fatal nous empêchera à jamais d'être heureux. Il vit tout à coup Madame de Rênal froncer le sourcil, elle prit un air froid et dédaigneux, cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique. Élevé dans l'idée qu'elle était fort riche, il lui semblait chose convenue que Julien l'était aussi. Elle l'aimait 1000 fois plus que la vie, elle l'eût aimé même ingrat et perfide et ne faisait aucun cas de l'argent. Julien était loin de deviner ses idées. Ce froncement de sourcils le rappela sur la terre. Il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire entendre à la noble dame, assise si près de lui sur le
banc de verdure, que les mots qu'il venait de répéter il les avait entendus pendant son voyage chez son ami le marchand de bois. C'était le raisonnement des impies. Eh bien, ne vous mêlez plus à ces gens-là, dit madame de Rênal, gardant encore un peu de cet air glacial qui, tout à coup, avait succédé à l'expression de la plus douce et intime tendresse. Ce froncement de sourcils, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julien. Il se dit, elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils ces nobles, s'il nous était donné de les combattre à armes égales? Moi, par exemple, maire de Verrières, bien intentionné honnête comme l'est au fond monsieur de Rênal, comme j'enlèverais le vicaire, monsieur Valenod et toute leur friponnerie, comme la justice triompherait dans Verrières. Ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle. Ils tâtonnent sans cesse. Le bonheur de Julien fut, ce jour-là, sur le point de devenir durable. Il manqua à notre héros d'oser être sincère. Il fallait avoir le courage de livrer bataille, mais sur le champ, madame de Rênal avait été étonnée du mot de Julien parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basses classes, trop bien élevés. L'air froid de madame de Rênal dura assez longtemps et sembla marquer à Julien. C'est que la crainte de lui avoir dit indirectement une chose désagréable succéda chez elle à la répugnance pour le mauvais propos. Ce malheur se réfléchit vivement dans ses traits, si purs et si naïfs, quand elle était heureuse et loin des ennuyeux. Julien n'osa plus rêver avec abandon. Plus calme et moins amoureux, il trouva qu'il était imprudent d'aller voir madame de Rênal dans sa chambre. Il valait mieux qu'elle vînt chez lui, si un domestique l'apercevait courant dans la maison, 20 prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche. Mais cet arrangement avait aussi ses inconvénients. Julien avait reçu de Fouqué des livres que lui élève en théologie, n'eût jamais pu demander à un libraire. Il n'osait les ouvrir que de nuit. Souvent il eût été bien aise de n'être pas interrompu par une visite, dont l'attente, la veille encore de la petite scène du verger, l'eût mis hors d'état de lire. Il devait à madame de Rênal de comprendre les livres d'une façon toute nouvelle. Il avait osé lui faire des questions sur une foule de petites choses, dont l'ignorance arrête tout court l'intelligence d'un jeune homme né hors de la société, quelque génie naturel qu'on veuille lui supposer. Cette éducation de l'amour, donnée par une femme extrêmement ignorante, fut un bonheur. Julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. Son esprit ne fut point offusqué par le récit de ce qu'elle a été autrefois, il y a 2000 ans ou seulement il y a 60 ans, du temps de Voltaire et de Louis XV. À son inexprimable joie, un voile tomba de devant ses yeux, il comprit enfin les choses qui se passaient à Verrières. Sur le premier plan parurent des intrigues très compliquées ourdies depuis 2 ans, auprès du préfet de Besançon. Elles étaient appuyées par des lettres venues de Paris, et écrites par ce qu'il y a de plus illustre. Il s'agissait de faire de monsieur de Moirod, c'était l'homme le plus dévot du pays, le premier, et non pas le second adjoint du maire de Verrières. Il avait pour concurrent un fabricant fort riche qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint. Julien comprit enfin les demi-mots qu'il avait surpris quand la haute société du pays venait dîner chez monsieur de Rênal. Cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint, dont le reste de la ville, et surtout les libéraux ne soupçonnaient pas même la possibilité. Ce qui en faisait l'importance, c'est qu'ainsi que chacun
C'est, le côté oriental de la grande rue de Verrières doit reculer de plus de 9 pieds, car cette rue est devenue route royale. Or, si monsieur de Moirod, qui avait 3 maisons dans le cas de reculer, parvenait à être premier adjoint, et par la suite maire dans le cas où monsieur de Rênal serait nommé député, il fermerait les yeux, et l'on pourrait faire aux maisons qui avancent sur la voie publique, de petites réparations imperceptibles, au moyen desquelles elles dureraient 100 ans. Malgré la haute piété et la probité reconnue de monsieur de Moirod, on était sûr qu'il serait coulant, car il avait beaucoup d'enfants. Parmi les maisons qui devaient reculer, 9 appartenaient à tout ce qu'il y a de mieux dans Verrières. Aux yeux de Julien, cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de Fontenoy, dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que Fouqué lui avait envoyés. Il y avait des choses qui étonnaient Julien depuis 5 ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé. Mais la discrétion et l'humilité d'esprit étant les premières qualités d'un élève en théologie, il lui avait toujours été impossible de faire des questions. Un jour, Madame de Rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari, l'ennemi de Julien. Mais, madame, c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois, répondit cet homme d'un air singulier. Allez, dit Madame de Rênal. Eh bien, dit Julien, il va se rendre dans ce magasin à foin, église. Autrefois, et récemment rendu au culte, mais pourquoi faire? Voilà un de ces mystères que je n'ai jamais pu pénétrer. C'est une institution fort salutaire, mais bien singulière, répondit Madame de Rênal, les femmes n'y sont point admises, tout ce que j'en sais. C'est que tout le monde s'y tutoie. Par exemple, ce domestique va y trouver monsieur Valenod, et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par Saint-Jean, et lui répondra sur le même ton. Si vous tenez à savoir ce qu'on y fait, je demanderai des détails à monsieur de Maugiron et à monsieur Valenod. Nous payons 20 francs par domestique, afin qu'un jour il ne nous égorge pas. Le temps volait. Le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait Julien de sa noire ambition. La nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables puisqu'il était de parti contraire ajoutait, sans qu'il s'en doutât, au bonheur qu'il lui devait, et à l'empire qu'elle acquérait sur lui. Dans les moments où la présence d'enfants trop intelligents les réduisait à ne parler que le langage de la froide raison, c'était avec une docilité parfaite que Julien, la regardant avec des yeux étincelants d'amour, écoutait ses explications du monde comme il va souvent, au milieu du récit de quelque friponnerie savante, à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture qui étonnait son esprit, l'attention de Madame de Rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire. Julien avait besoin de la gronder, elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants. C'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant. Sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur 1000 choses simples qu'un enfant bien né n'ignore pas à 15 ans. Un instant après, elle l'admirait comme son maître. Son génie allait jusqu'à l'effrayer, elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur dans ce jeune abbé. Elle le voyait pape, elle le voyait premier ministre comme Richelieu. Vivrais-je assez pour te voir dans ta gloire? Disait-elle à Julien, la place est faite pour un grand homme, la monarchie, la religion en ont besoin. Chapitre 17. Un roi à Verrières. N'êtes-vous bon qu'à jeter là comme un cadavre de peuple sans âme, et dont les veines n'ont plus de sang. Discours de l'évêque, à la chapelle de Saint-Clément. Le 3 septembre à 10 heures du soir, un gendarme réveilla tout Verrières. En montant la grande rue au galop, il apportait la nouvelle que sa Majesté le roi de *** arrivait le dimanche suivant, et l'on était au mardi.
Le préfet autorisait, c'est-à-dire demandait la formation d'une garde d'honneur, il fallait déployer toute la pompe possible. Une estafette fut expédiée à Vergy. Monsieur de Rênal arriva dans la nuit et trouva toute la ville en émoi. Chacun avait ses prétentions, les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi. Qui commandera la garde d'honneur? Monsieur de Rênal vit tout de suite combien il importait, dans l'intérêt des maisons sujettes à reculer, que monsieur de Moirod eut ce commandement. Cela pouvait faire titre pour la place de premier adjoint. Il n'y avait rien à dire à la dévotion de monsieur de Moirod. Elle était au-dessus de toute comparaison, mais jamais il n'avait monté à cheval. C'était un homme de 36 ans, timide de toutes les façons, et qui craignait également les chutes et le ridicule. Le maire le fit appeler dès les 5 heures du matin. Vous voyez, monsieur, que je réclame vos avis comme si déjà vous occupiez le poste auquel tous les honnêtes gens vous portent. Dans cette malheureuse ville, les manufactures prospèrent, le parti libéral devient millionnaire, il aspire au pouvoir, il saura se faire des armes de tout. Consultons l'intérêt du roi, celui de la monarchie, et avant tout, l'intérêt de notre sainte religion. À qui pensez-vous, monsieur, que l'on puisse confier le commandement de la garde d'honneur? Malgré la peur horrible que lui faisait le cheval, monsieur de Moirod finit par accepter cet honneur comme un martyr. Je saurais prendre un ton convenable, dit-il au maire. À peine restait-il le temps de faire arranger les uniformes, qui 7 ans auparavant, avaient servi lors du passage d'un prince du sang. À 7 heures, madame de Rênal arriva de Vergy avec Julien et les enfants. Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis, et venaient la supplier d'engager son mari à accorder une place au leur dans la garde d'honneur. L'une d'elles prétendait que si son mari n'était pas élu, de chagrin il ferait banqueroute. Madame de Rênal renvoya bien vite tout ce monde, elle paraissait fort occupée. Julien fut étonné et encore plus fâché qu'elle lui fît un mystère de ce qui l'agitait. Je l'avais prévu, se disait-il avec amertume, son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison. Tout ce tapage l'éblouit. Elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle. Chose étonnante, il l'en aima davantage. Les tapissiers commençaient à remplir la maison, il épia longtemps en vain l'occasion de lui dire un mot. Enfin il la trouva qui sortait de sa chambre à lui, Julien emportant un de ses habits. Ils étaient seuls. Il voulut lui parler. Elle s'enfuit en refusant de l'écouter. Je suis bien sot d'aimer une telle femme, l'ambition la rend aussi folle que son mari. Elle l'était davantage, un de ses grands désirs qu'elle n'avait jamais avoué à Julien de peur de le choquer, était de le voir quitter, ne fût-ce que pour un jour, son triste habit noir. Avec une adresse vraiment admirable, chez une femme si naturelle, elle obtint d'abord de monsieur de Moirod, et ensuite de monsieur le sous-préfet de Maugiron, que Julien serait nommé garde d'honneur de préférence à 5 ou 6 jeunes gens, fils de fabricants fort aisés, et dont 2 au moins étaient d'une exemplaire piété. Monsieur Valénaud, qui comptait prêter sa calèche au plus jolie femme de la ville et faire admirer ses beaux Normands, consentit à donner un de ses chevaux à Julien, l'être qu'il haïssait le plus. Mais tous les gardes d'honneur avaient à eux ou d'emprunt quelqu'un de ces beaux habits bleus de ciel avec 2 épaulettes de colonel en argent, qui avaient brillé 7 ans auparavant. Madame Rênal voulait un habit neuf, et il ne lui restait que 4 jours pour envoyer à Besançon, et en faire revenir l'habit d'uniforme, les armes, le chapeau, etc. Tout ce qui fait un garde d'honneur. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'elle trouvait imprudent de faire l'habit de Julien à Verrières. Elle voulait le surprendre, lui et la ville.
Le travail des gardes d'honneur et de l'esprit public terminé, le maire eut à s'occuper d'une grande cérémonie religieuse. Le roi de ne voulait pas passer à Verrières sans visiter la fameuse relique de Saint Clément que l'on conserve à Bray-le-Haut, à une petite lieue de la ville. On désirait un clergé nombreux, ce fut l'affaire la plus difficile à arranger. Monsieur Malon, le nouveau curé, voulait à tout prix éviter la présence de monsieur Chélan. En vain monsieur de Rênal lui représentait qu'il y aurait imprudence. Monsieur le marquis de la Mole, dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province, avait été désigné pour accompagner le roi de *****. Il connaissait depuis 30 ans l'abbé Chélan. Il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à Verrières, et s'il le trouvait disgracié, il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré, accompagné de tout le cortège dont il pourrait disposer. Qu'elle soufflait. Je suis déshonoré ici et à Besançon, répondait l'abbé Malon, s'il paraît dans mon clergé un janséniste, grand Dieu. Quoi que vous en puissiez dire mon cher abbé, répliquait monsieur de Rênal. Je n'exposerai pas l'administration de Verrières à recevoir un affront de monsieur de la Mole. Vous ne le connaissez pas, il pense bien à la cour. Mais ici, en province, c'est un mauvais plaisant satirique, moqueur, ne cherchant qu'à embarrasser les gens. Il est capable, uniquement pour s'amuser, de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux. Ce ne fut que dans la nuit du samedi au dimanche, après 3 jours de pourparlers, que l'orgueil de l'abbé Malon plia devant la peur du maire, qui se changeait en courage. Il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé Chélan, pour le prier d'assister à la cérémonie de la relique de Bray-le-Haut, si toutefois son grand âge et ses infirmités le lui permettaient. Monsieur Chélan demanda et obtint une lettre d'invitation pour Julien qui devait l'accompagner en qualité de sous-diacre. Dès le matin du dimanche, des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de Verrières. Il faisait le plus beau soleil. Enfin, vers les 3 heures, toute cette foule fut agitée. On apercevait un grand feu sur un rocher à 2 lieues de Verrières. Ce signal annonçait que le roi venait d'entrer sur le territoire du département. Aussitôt le son de toutes les cloches, et les décharges répétées d'un vieux canon espagnol appartenant à la ville, marquèrent sa joie de ce grand événement. La moitié de la population monta sur les toits. Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes, chacun reconnaissait un par un ami. On se moquait de la peur de monsieur de Moirod, dont à chaque instant la main prudente était prête à saisir l'arçon de sa selle. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la 9e file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnut pas. Bientôt un cri d'indignation chez les uns. Chez d'autres le silence de l'étonnement annoncèrent une sensation générale. On reconnaissait dans ce jeune homme, montant un des chevaux normands de monsieur Valenod, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un cri contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi parce que ce petit ouvrier déguisé en abbé était précepteur de ces marmots, il avait l'audace de le nommer garde d'honneur, au préjudice de messieurs tel et tel, riches fabricants. Ces messieurs, disait une dame banquière, devraient bien faire une avanie à ce petit insole, né dans la crotte. Il est sournois et porte un sabre, répondait le voisin, il serait assez traître pour leur couper la figure. Les propos de la société noble étaient plus dangereux. Les dames se demandaient si c'était du maire tout seul que provenait cette haute inconvenance. En général on rendait justice à son mépris pour le défaut de naissance. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus
Heureux des hommes. Naturellement hardi, il se tenait mieux à cheval que la plupart des jeunes gens de cette ville de montagne. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Ses épaulettes étaient plus brillantes, parce qu'elles étaient neuves. Son cheval se cabrait à chaque instant, il était au comble de la joie. Son bonheur n'eut plus de bornes, lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la petite pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas, de ce moment il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Une personne était plus heureuse que lui. D'abord elle l'avait vu passer d'une des croisées de l'hôtel de ville, montant ensuite en calèche et faisant rapidement un grand détour, elle arriva à temps pour frémir, quand son cheval l'emporta hors du rang. Enfin, sa calèche sortant au grand galop par une autre porte de la ville, elle parvint à rejoindre la route par où le roi devait passer, et put suivre la garde d'honneur à 20 pas de distance, au milieu d'une noble poussière. 10 000 paysans crièrent « Vive le roi » quand le maire eut l'honneur de haranguer Sa Majesté. 1 heure après, lorsque, tous les discours écoutés, le roi allait entrer dans la ville, la petite pièce de canon se remit à tirer à coups précipités. Mais un accident s'ensuivit, non pour les canonniers, qui avaient fait leur preuve à Leipzig et à Montmirail, mais pour le futur premier adjoint, monsieur de Moirod. Son cheval le déposa mollement dans l'unique bourbier qui fut sur la grande route, ce qui fit esclandre. Parce qu'il fallut le tirer de là pour que la voiture du roi pût passer. Sa Majesté descendit à la belle église neuve qui ce jour-là était parée de tous ses rideaux cramoisis. Le roi devait dîner, et aussitôt après, remonter en voiture pour aller vénérer la relique de Saint Clément. À peine le roi fut-il à l'église, que Julien galopa vers la maison de monsieur de Rênal. Là, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit habit noir râpé. Il remonta à cheval, et en quelques instants fut à Bray-le-Haut qui occupe le sommet d'une fort belle colline. L'enthousiasme multiplie ses paysans, pensa Julien. On ne peut se remuer à Verrières, et en voici plus de 10 000 autour de cette antique abbaye, à moitié ruinée par le vandalisme. Révolutionnaire, elle avait été magnifiquement rétablie depuis la Restauration, et l'on commençait à parler de miracle. Julien rejoignit l'abbé Chélan qui le gronda fort et lui remit une soutane et un surplis. Il s'habilla rapidement et suivit monsieur Chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'Agde. C'était un neveu de monsieur de la Mole, récemment nommé, et qui avait été chargé de montrer la relique au roi. Mais l'on ne put trouver cet évêque. Le clergé s'impatientait. Il attendait son chef dans le cloître sombre et gothique de l'ancienne abbaye. On avait réuni 24 curés pour figurer l'ancien chapitre de Bray-le-Haut composé avant 1789 de 24 chanoines. Après avoir déploré pendant 3/4 d'heure la jeunesse de l'évêque, les curés pensèrent qu'il était convenable que monsieur le doyen se retirât vers monseigneur pour l'avertir que le roi allait arriver, et qu'il était instant de se rendre au cœur. Le grand âge de monsieur Chélan l'avait fait doyen, malgré l'humeur qu'il témoignait à Julien. Il lui fit signe de le suivre. Julien portait fort bien son surplis. Au moyen de je ne sais quel procédé de toilette ecclésiastique, il avait rendu ses beaux cheveux bouclés très plats, mais par un oubli qui redoubla la colère de monsieur Chélan. Sous les longs plis de sa soutane on pouvait apercevoir les éperons du garde d'honneur. Arrivés à l'appartement de l'évêque, de grands laquais bien chamarrés daignèrent à peine répondre au vieux curé que monseigneur n'était pas visible. On se moqua de lui quand il voulut expliquer qu'en sa qualité de doyen du chapitre noble de Bray-le-Haut, il avait le privilège d'être admis en tout temps auprès de l'évêque officiant.
L'humeur hautaine de Julien fut choquée de l'insolence des laquais. Il se mit à parcourir les dortoirs de l'antique abbaye, secouant toutes les portes qu'il rencontrait. Une fort petite céda à ses efforts, et il se trouva dans une cellule au milieu des valets de chambre de Monseigneur. En habit noir et la chaîne au cou. À son air pressé, ces messieurs le crurent mandé par l'évêque et le laissèrent passer. Il fit quelques pas, et se trouva dans une immense salle gothique extrêmement sombre, et toute lambrissée de chêne noir, à l'exception d'une seule, les fenêtres en ogive avaient été murées avec des briques. La grossièreté de cette maçonnerie n'était déguisée par rien, et faisait un triste contraste avec l'antique magnificence de la boiserie. Les deux grands côtés de cette salle célèbre parmi les antiquaires bourguignons et que le duc Charles le Téméraire avait fait bâtir vers 1470 en expiation de quelques péchés, étaient garnis de stalles de bois richement sculptés. On y voyait, figurés en bois de différentes couleurs, tous les mystères de l'Apocalypse. Cette magnificence mélancolique, dégradée par la vue des briques nuées du plâtre encore tout blanc, toucha Julien. Il s'arrêta en silence. À l'autre extrémité de la salle, près de l'unique fenêtre par laquelle le jour pénétrait, il vit un miroir mobile en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à 3 pas de la glace. Ce meuble semblait étrange en un tel lieu, et, sans doute, y avait été apporté de la ville. Julien trouva que le jeune homme avait l'air irrité, de la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. Que peut signifier ceci, pensa-t-il. Est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre? C'est peut-être le secrétaire de l'évêque, il sera un sol comme les laquais, ma foi, n'importe. Essayons. Il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle, toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre, et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions exécutées lentement mais en nombre infini, et sans se reposer un instant. À mesure qu'il approchait, il distinguait mieux son air fâché. La richesse du surplis garni de dentelle arrêta involontairement Julien à quelques pas du magnifique miroir. Il est de mon devoir de parler, se dit-il enfin, mais la beauté de la salle l'avait ému, et il était froissé d'avance des mots durs qu'on allait lui adresser. Le jeune homme le vit dans la psyché, se retourna, et quittant subitement l'air fâché, lui dit du ton le plus doux. Eh bien, monsieur, est-elle enfin arrangée? Julien resta stupéfait. Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine, c'était l'évêque d'Agde. Si jeune, pensa Julien, tout au plus 6 ou 8 ans de plus que moi. Et il eut honte de ses éperons. Monseigneur, répondit-il timidement, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. Ah, il m'est fort recommandé, dit l'évêque d'un ton poli qui redoubla l'enchantement de Julien. Mais je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballée à Paris, la toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut. Cela fera le plus vilain effet, ajouta le jeune évêque d'un air triste. Et encore on me fait attendre. Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. Les beaux yeux de Julien firent leur effet. Allez, monsieur, répondit l'évêque avec une politesse charmante, il me la faut sur le champ. Je suis désolé de faire attendre messieurs du chapitre. Quand Julien fut arrivé au milieu de la salle, il se retourna vers l'évêque et le vit qui s'était remis à donner des bénédictions. Qu'est-ce que cela peut être? Se demanda Julien, sans doute c'est une préparation ecclésiastique nécessaire à la cérémonie qui va avoir lieu. Comme il arrivait dans la cellule où se tenaient les valets de chambre, il vit la mitre entre leurs mains. Ces messieurs, cédant malgré eux au
Regard impérieux de Julien, lui remirent la mitre de Monseigneur. Il se sentit fier de la porter, en traversant la salle, il marchait. Lentement, il la tenait avec respect. Il trouva l'évêque assis devant la glace, mais, de temps à autre, sa main droite, quoique fatiguée, donnait encore la bénédiction. Julien l'aida à placer sa mitre. L'évêque secoua la tête. Ah, elle tiendra, dit-il à Julien d'un air content. Voulez-vous vous éloigner un peu? Alors l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce puis se rapprochant du miroir à Palan, il reprit l'air fâché, et donnait gravement des bénédictions. Julien était immobile d'étonnement, il était tenté de comprendre, mais n'osait pas. L'évêque s'arrêta, et le regardant avec un air qui perdait rapidement de sa gravité. Que dites-vous de ma mitre, monsieur, va-t-elle bien? Fort bien, monseigneur. Elle n'est pas trop en arrière. Cela aurait l'air un peu niais, mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un shako d'officier. Elle me semble aller fort bien. Le roi de *** est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge surtout, avoir l'air trop léger. Et l'évêque se mit de nouveau à marcher en donnant des bénédictions. C'est clair, dit Julien, osant enfin comprendre, il s'exerce à donner la bénédiction. Après quelques instants, je suis prêt, dit l'évêque. Allez, monsieur, avertir monsieur le doyen et messieurs du chapitre. Bientôt monsieur, Chélan suivi des deux curés les plus âgés, entra par une fort grande porte magnifiquement sculptée, et que Julien n'avait pas aperçue. Mais cette fois, il resta à son rang le dernier de tout, et ne put voir l'évêque que par-dessus les épaules des ecclésiastiques qui se pressaient en foule à cette porte. L'évêque traversait lentement la salle, lorsqu'il fut arrivé sur le seuil, les curés se formèrent en procession. Après un petit moment de désordre, la procession commença à marcher en entonnant un psaume. L'évêque s'avançait le dernier entre monsieur Chélan et un autre curé fort vieux. Julien se glissa tout à fait près de Monseigneur, comme attaché à l'abbé Chélan. On suivit les longs corridors de l'abbaye de Bray-le-Haut, malgré le soleil éclatant, ils étaient sombres et humides. On arriva enfin au portique du cloître. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse était bien autre chose que celle de monsieur de Rênal, même dans ses bons jours. Plus on s'élève vers le premier rang de la société, se dit Julien, plus on trouve de ces manières charmantes. On entrait dans l'église par une porte latérale, tout à coup un bruit épouvantable fit retentir ses voûtes antiques. Julien crut qu'elle s'écroulait. C'était encore la petite pièce de canon, traînée par 8 chevaux au galop. Elle venait d'arriver, et à peine arrivée, mise en batterie par les canonniers de Leipzig, elle tirait 5 coups par minute, comme si les Prussiens eussent été devant elle. Mais ce bruit admirable ne fit plus d'effet sur Julien, il ne songeait plus à Napoléon et à la gloire militaire. Si jeune, pensait-il, être évêque d'Agde. Mais où est Agde? Et combien cela rapporte-t-il? 2 ou 300 000 francs peut-être. Les laquais de Monseigneur parurent avec un dais magnifique. Monsieur Chélan prit l'un des bâtons, mais dans le fait ce fut Julien qui le porta. L'évêque se plaça dessous. Réellement il était parvenu à se donner l'air vieux. L'admiration de notre héros n'eut plus de bornes. Que ne fait-on pas avec de l'adresse? Pensa-t-il. Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. L'évêque le harangua avec onction, et sans oublier une petite nuance de trouble fort poli pour sa majesté. Nous ne répéterons point la description des cérémonies de Bray-le-Haut. Pendant 15 jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Julien apprit par le
Discours de l'évêque, que le roi descendait de Charles le Téméraire. Plus tard il entra dans les fonctions de Julien de vérifier les comptes. De ce qu'avait coûté cette cérémonie. Monsieur de la Mole, qui avait fait avoir un évêché à son neveu, avait voulu lui faire la galanterie de se charger de tous les frais. La seule cérémonie de Bray-le-Haut coûta 3800 francs. Après le discours de l'évêque et la réponse du roi, Sa Majesté se plaça sous le dais, ensuite elle s'agenouilla fort dévotement sur un coussin. Près de l'autel, le chœur était environné de stalles, et les stalles, élevées de 2 marches sur le pavé. C'était sur la dernière de ces marches que Julien était assis au pied de Monsieur Chélan, à peu près comme un caudataire près de son cardinal, à la chapelle Sixtine, à Rome. Il y eut un tiré-batté deum-tiré-bas, des flots d'encens, des décharges infinies de mousqueterie et d'artillerie, les paysans étaient ivres de bonheur et de piété. Une telle journée défait l'ouvrage de 100 numéros des journaux jacobins. Julien était à 6 pas du roi, qui réellement priait avec abandon. Il remarqua, pour la première fois, un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie. Mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple. Il était plus près du roi que beaucoup d'autres seigneurs, dont les habits étaient tellement brodés d'or que, suivant l'expression de Julien, on ne voyait pas le drap. Il apprit quelques moments après que c'était Monsieur de la Mole. Il lui trouva l'air hautain et même insol. Ce marquis ne serait pas poli comme mon joli évêque, pensa-t-il. Ah, l'état ecclésiastique rend doux et sage. Mais le roi est venu pour vénérer la relique, et je ne vois point de relique. Où sera saint Clément? Un petit clerc, son voisin, lui apprit que la vénérable relique était dans le haut de l'édifice, dans une chapelle ardente. Qu'est-ce qu'une chapelle ardente? Se dit Julien. Mais il ne voulut pas demander l'explication de ce mot. Son attention redoubla. En cas de visite d'un prince souverain, l'étiquette veut que les chanoines n'accompagnent pas l'évêque. Mais en se mettant en marche pour la chapelle ardente, Monseigneur d'Agde appela l'abbé Chélan. Julien osa le suivre. Après avoir monté un long escalier, on parvint à une porte extrêmement petite, mais dont le chambranle gothique était doré avec magnificence. Cet ouvrage avait l'air fait de la veille. Devant la porte, étaient réunies à genoux 24 jeunes filles, appartenant aux familles les plus distinguées de Verrières. Avant d'ouvrir la porte, l'évêque se mit à genoux au milieu de ces jeunes filles toutes jolies. Pendant qu'il priait à haute voix, elle semblait ne pouvoir assez admirer ses belles dentelles, sa bonne grâce, sa figure si jeune et si douce. Ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison. En cet instant, il se fut battu pour l'Inquisition, et de bonne foi. La porte s'ouvrit tout à coup. La petite chapelle parut comme embrasée de lumière. On apercevait sur l'autel plus de 1000 cierges divisés en 8 rangs, séparés entre par des bouquets de fleurs. L'odeur suave de l'encens le plus pur sortait en tourbillon de la porte du sanctuaire. La chapelle dorée à 9 était fort petite, mais très élevée. Julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient plus de 15 pieds de haut. Les jeunes filles ne purent retenir un cri d'admiration. On avait admis dans le petit vestibule de la chapelle que les 24 jeunes filles, les deux curés et Julien. Bientôt le roi arriva, suivi du seul Monsieur de la Mole et de son grand chambellan. Les gardes même restèrent en dehors, à genoux, et, présentant les armes, Sa Majesté se précipita plutôt qu'elle ne se jeta sur le prie-dieu. Ce fut alors seulement que Julien, collé contre la porte dorée, aperçut par-dessous le bras nu d'une jeune fille, la charmante statue de Saint Clément. Il était caché sous l'autel, en costume de jeune soldat romain. Il avait au cou une large blessure d'où le sang semblait couler.
L'artiste s'était surpassé, ses yeux mourants, mais pleins de grâce, étaient à demi fermés. Une moustache naissante ornait cette bouche charmante, qui à demi fermée avait encore l'air de prier. À cette vue, la jeune fille voisine de Julien pleura à chaudes larmes, une de ses larmes tomba sur la main de Julien. Après un instant de prière dans le plus profond silence troublé seulement par le son lointain des cloches de tous les villages à 10 lieues à la ronde, l'évêque d'Agde demanda au roi la permission de parler. Il finit un petit discours fort touchant par des paroles simples, mais dont l'effet n'en était que mieux assuré. N'oubliez jamais, jeune chrétienne, que vous avez vu l'un des plus grands rois de la terre à genoux devant les serviteurs de ce Dieu tout-puissant et terrible. Ces serviteurs faibles, persécutés, assassinés sur la terre comme vous le voyez par la blessure encore sanglante de Saint Clément, il triomphe au ciel. N'est-ce pas, jeune chrétienne? Vous vous souviendrez à jamais de ce jour. Vous détesterez l'impie. Ah, jamais vous serez fidèle à ce Dieu si grand, si terrible, mais si bon. À ces mots l'évêque se leva avec autorité. Vous me le promettez, dit-il, en avançant le bras, d'un air inspiré. Nous le promettons, dirent les jeunes filles, en fondant en larmes. Je reçois votre promesse, au nom du Dieu terrible, ajouta l'évêque d'une voix tonnante. Et la cérémonie fut terminée. Le roi lui-même pleurait. Ce ne fut que longtemps après que Julien eut assez de sang-froid pour demander où étaient les os du saint envoyé de Rome à Philippe le Bon, duc de Bourgogne. On lui apprit qu'ils étaient cachés dans la charmante figure de cire. Sa Majesté daigna permettre aux demoiselles qui l'avaient accompagné dans la chapelle de porter un ruban rouge sur lequel étaient brodés ces mots haine à l'impie, adoration PERPETUELLE. Monsieur de la Mole fit distribuer aux paysans 10 000 bouteilles de vin. Le soir, à Verrières, les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer 100 fois mieux que les royalistes. Avant de partir, le roi fit une visite à Monsieur de Moirod. Chapitre 18. Penser fait souffrir. Le grotesque des événements de tous les jours vous cache le vrai malheur des passions. Barnave, en replaçant les meubles ordinaires dans la chambre qu'avait occupée Monsieur de la Mole, Julien trouva une feuille de papier très fort pliée en 4. Il lut au bas de la première page. ASEM le marquis de la Mole, pair de France, chevalier des ordres du roi, etc., etc. C'était une pétition en grosse écriture de cuisinière. Monsieur le marquis, j'ai eu toute ma vie des principes religieux. J'étais dans Lyon, exposé aux bombes, lors du siège, en 93, d'exécrable mémoire. Je communie, je vais tous les dimanches à la messe en l'église paroissiale. Je n'ai jamais manqué au devoir pascal, même en 93, d'exécrable mémoire. Ma cuisinière, avant la Révolution j'avais des gens, ma cuisinière fait maigre le vendredi. Je jouis dans Verrières d'une considération générale, et j'ose dire méritée. Je marche sous le dais dans les processions à côté de monsieur le curé et de monsieur le maire. Je porte, dans les grandes occasions, un gros cierge acheté à mes frais. De tout quoi les certificats sont à Paris au ministère des Finances. Je demande à monsieur le marquis le bureau de loterie de Verrières, qui ne peut manquer d'être bientôt vacant d'une manière ou d'une autre, le titulaire étant fort malade, et d'ailleurs votant mal aux élections, etc. De Cholin. En marge de cette pétition était une apostille signée de Moirod, et commençait par cette ligne. J'ai eu l'honneur de parler -bas hier-bas du bon sujet qui fait cette demande, etc. Ainsi, même cet imbécile de Cholin me montre le chemin qu'il faut suivre, se dit Julien. 8 jours après le passage du roi de *** à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sottes interprétations, discussions
ridicule, etc., etc., dont avait été l'objet, successivement, le roi, l'évêque d'Agde, le marquis de la Mole, les 10 000 bouteilles de vin. Le pauvre tombé de Moirod, qui dans l'espoir d'une croix, ne sortit de chez lui qu'un mois après sa chute, ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Il fallait entendre, à ce sujet, les riches fabricants de toiles peintes, qui, soir et matin, s'enrouaient au café, à prêcher l'égalité. Cette femme hautaine, Madame de Rênal, était l'auteur de cette abomination. La raison, les beaux yeux et les joues si fraîches du petit abbé Sorel là, disait de reste, peu après le retour à Vergy, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants, prit la fièvre. Tout à coup Madame de Rênal tomba dans des remords affreux. Pour la première fois, elle se reprocha son amour d'une façon suivie. Elle sembla comprendre, comme par miracle, dans quelle faute énorme elle s'était laissée entraîner. Quoique d'un caractère profondément religieux, jusqu'à ce moment elle n'avait pas songé à la grandeur de son crime aux yeux de Dieu. Jadis, au couvent du Sacré-Cœur elle avait aimé Dieu avec passion, elle le craignit de même en cette circonstance. Les combats qui déchiraient son âme étaient d'autant plus affreux qu'il n'y avait rien de raisonnable dans sa peur. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait. Loin de la calmer, elle y voyait le langage de l'enfer. Cependant, comme Julien aimait beaucoup lui-même le petit Stanislas, il était mieux venu à lui parler de sa maladie. Elle prit bientôt un caractère grave. Alors le remords continu ôta à Madame de Rênal jusqu'à la faculté de dormir. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. Je vous en conjure, lui disait Julien dès qu'il se trouvait seul. Ne parlez à personne, que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas, vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas. Mais ces consolations ne produisaient aucun effet. Il ne savait pas que Madame de Rênal s'était mis dans la tête que pour apaiser la colère du Dieu jaloux, il fallait haïr Julien ou voir mourir son fils. C'était parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait haïr son amant qu'elle était si malheureuse. Fuyez-moi, dit-elle un jour à Julien, au nom de Dieu, quittez cette maison, c'est votre présence ici qui tue mon fils. Dieu me punit, ajouta-t-elle à voix basse, il est juste, j'adore son équité, mon crime est affreux et je vivais sans remords. C'était le premier signe de l'abandon de Dieu, je dois être puni doublement. Julien fut profondément touché. Il ne pouvait voir là ni hypocrisie ni exagération. Elle croit tuer son fils en m'aimant, et cependant là, malheureuse même plus que son fils. Voilà, je n'en puis douter, le remords qui la tue, voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais, comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi, si pauvre, si mal élevé, si ignorant, quelquefois si grossier dans mes façons? Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les 2 heures du matin, Monsieur de Rênal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, était fort rouge et ne put reconnaître son père. Tout à coup Madame de Rênal se jeta aux pieds de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdre à jamais. Par bonheur, ce mouvement singulier importuna Monsieur de Rênal. Adieu, adieu, dit-il en s'en allant. Non, écoute-moi, s'écria sa femme à genoux devant lui, et cherchant à le retenir. Apprends toute la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie, et je la lui reprends. Le ciel me punit, aux yeux de Dieu, je suis coupable de meurtre. Il faut que je me perde et m'humilie moi-même, peut-être ce sacrifice apaisera le Seigneur. Si Monsieur de Rênal eût été un homme d'imagination, il savait tout. Idée romanesque, s'écria-t-il en éloignant sa femme qui cherchait à
Embrasser ses genoux. Idée romanesque que tout cela. Julien, faites. Appeler le médecin à la pointe du jour. Et il retourna se coucher. Madame de Rênal tomba à genoux, à demi évanouie. En repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui voulait la secourir. Julien resta étonné. Voilà donc l'adultère, se dit-il. Serait-il possible que ces prêtres-ci fourbes eussent raison? Eux qui commettent tant de péchés, auraient le privilège de connaître la vraie théorie du péché. Quelle bizarrerie! Depuis 20 minutes que monsieur de Rênal s'était retiré, Julien voyait la femme qu'il aimait, la tête appuyée sur le petit lit de l'enfant. Immobile et presque sans connaissance. Voilà une femme d'un génie supérieur, réduite au comble du malheur parce qu'elle m'a connu, dit-il. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle? Il faut se décider. Il ne s'agit plus de moi ici. Que m'importent les hommes et leur plate simagrée. Que puis-je pour elle? La quitter. Mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur. Cet automate de mari lui nuit plus qu'il ne lui sert. Il lui dira quelques mots durs, à force d'être grossier, elle peut devenir folle, se jeter par la fenêtre. Si je la laisse, si je cesse de veiller sur elle, elle lui avouera tout. Et que sait-on, peut-être, malgré l'héritage qu'elle doit lui apporter. Il fera un esclandre. Elle peut tout dire, grand Dieu. À ceci, d'abbé Maslon, qui prend prétexte de la maladie d'un enfant de 6 ans, pour ne plus bouger de cette maison et non sans dessein. Dans sa douleur et sa crainte de Dieu, elle oublie tout ce qu'elle sait de l'homme, elle ne voit que le prêtre. Va-t'en, lui dit tout à coup madame de Rênal, en ouvrant les yeux. Je donnerais 1000 fois ma vie, pour savoir ce qui peut être le plus utile, répondit Julien. Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange, ou plutôt, de cet instant seulement, je commence à t'adorer comme tu mérites de l'être. Que deviendrais-je loin de toi, et avec la conscience que tu es malheureuse par moi? Mais qu'il ne soit pas question de mes souffrances. Je partirai, oui, mon amour. Mais, si je te quitte, si je cesse de veiller sur toi, de me trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout, tu te perds. Songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison. Tout Verrières, tout Besançon parleront de ce scandale. On te donnera tous les torts, jamais tu ne te relèveras de cette honte. C'est ce que je demande, s'écria-t-elle, en se levant debout. Je souffrirai, tant mieux. Mais, par ce scandale abominable, tu feras aussi son malheur à lui. Mais je m'humilie moi-même, je me jette dans la fange, et, par là, peut-être, je sauve mon fils. Cette humiliation, aux yeux de tous, c'est peut-être une pénitence publique, autant que ma faiblesse peut en juger. N'est-ce pas le plus grand sacrifice que je puisse faire à Dieu? Peut-être daignera-t-il prendre mon humiliation et me laisser mon fils. Indique-moi un autre sacrifice plus pénible, et j'y cours. Laisse-moi me punir. Moi aussi, je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe? L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah, ciel, que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas? Ah, tu l'aimes, toi, dit madame de Rênal, en se relevant et se jetant dans ses bras. Au même instant, elle le repoussa avec horreur. Je te crois, continua-t-elle, après s'être remise à genoux, ô mon unique ami. Oh, pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas? Alors ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils. Veux-tu me permettre de rester, et que désormais je ne t'aime que comme un frère? C'est la seule expiation raisonnable, elle peut apaiser la colère du Très-Haut. Et moi, s'écria-t-elle, en se levant et prenant la tête de Julien entre ses deux mains, et la tenant devant ses yeux à distance, et moi, t'aimerais-je comme un frère? Est-il en mon pouvoir de t'aimer comme un frère? Julien fondait en larmes. Je t'obéirai, dit-il, en tombant à ses pieds, je t'obéirai quoi que tu
M'ordonne, c'est tout ce qui me reste à faire. Mon esprit est frappé d'aveuglement, je ne vois aucun parti à prendre. Si je te quitte, tu dis tout à ton mari, tu te perds et lui avec. Jamais, après ce ridicule, il ne sera nommé député. Si je reste, tu me crois la cause de la mort de ton fils, et tu meurs de douleur. Veux-tu essayer de l'effet de mon départ? Si tu veux, je vais me punir de notre faute, en te quittant pour 8 jours. J'irai les passer dans la retraite où tu voudras. À l'abbaye de Bray-le-Haut, par exemple, mais jure-moi pendant mon absence de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. Elle promit, il partit, mais fut rappelé au bout de 2 jours. Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari, si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. Chaque heure de cette vie abominable me semble durer une journée. Enfin le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu Stanislas ne fut plus en danger. Mais la glace était brisée, sa raison avait connu l'étendue de son péché, elle ne put plus reprendre l'équilibre. Les remords restèrent et ils furent ce qu'ils devaient être dans un cœur si sincère. Sa vie fut le ciel et l'enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds. Je ne me fais plus aucune illusion, lui disait-elle, même dans les moments où elle osait se livrer à tout son amour, je suis damnée. Irrésistiblement damnée. Tu es jeune, tu as cédé à mes séductions, le ciel peut te pardonner mais moi je suis damnée. Je le connais à un signe certain. J'ai peur qui n'aurait pas peur devant la vue de l'enfer. Mais, au fond, je ne me repens point. Je commettrai de nouveau ma faute si elle était à commettre. Que le ciel seulement ne me punisse pas dès ce monde, et dans mes enfants, et j'aurai plus que je ne mérite. Mais toi, du moins, mon Julien, s'écriait-elle dans d'autres moments, es-tu heureux? Trouves-tu que je t'aime assez? La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, ne tinrent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Madame de Rênal. Elle a beau être noble, et moi le fils d'un ouvrier, elle-même. Je ne suis pas auprès d'elle un valet de chambre chargé des fonctions d'amant. Cette crainte éloignée, Julien tomba dans toutes les folies de l'amour, dans ses incertitudes mortelles. Au moins, s'écriait-elle en voyant ses doutes sur son amour, que je te rende bien heureux pendant le peu de jours que nous avons à passer ensemble. Hâtons-nous, demain peut-être, je ne serai plus à toi. Si le ciel me frappe dans mes enfants, c'est en vain que je chercherai à ne vivre que pour t'aimer, à ne pas voir que c'est mon crime qui les tue. Je ne pourrai survivre à ce coup. Quand je le voudrais, je ne pourrais. Je deviendrais folle. Ah, si je pouvais prendre sur moi ton péché, comme tu m'offrais si généreusement de prendre la fièvre ardente de Stanislas. Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui unissait Julien à sa maîtresse. Son amour ne fut plus seulement de l'admiration pour la beauté, l'orgueil de la posséder. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure, la flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Leur bonheur eût paru plus grand aux yeux du monde. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuage, le bonheur facile des premières époques de leurs amours, quand la seule crainte de Madame de Rênal était de n'être pas assez aimée de Julien. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Dans les moments les plus heureux et en apparence les plus tranquilles. Ah, grand Dieu, je vois l'enfer, s'écriait tout à coup Madame de Rênal, en serrant la main de Julien d'un mouvement convulsif. Quel supplice horrible, je les ai bien mérités. Elle le serrait, s'attachant à lui comme le lierre à la muraille. Julien essayait en vain de calmer cette âme agitée. Elle lui prenait la
mains qu'elle couvrait de baisers. Puis, retombait dans une rêverie sombre. L'enfer, disait-elle, l'enfer serait une grâce pour moi, j'aurais encore sur la terre quelques jours à passer avec lui, mais l'enfer dès ce monde, la mort de mes enfants. Cependant à ce prix, peut-être mon crime me serait pardonné. Ah, grand Dieu, ne m'accordez point ma grâce. À ce prix, ces pauvres enfants ne vous ont point offensé, moi. Je suis la seule coupable. J'aime un homme qui n'est point mon mari. Julien voyait ensuite Madame de Rênal arriver à des moments tranquilles en apparence. Elle cherchait à prendre sur elle, elle voulait ne pas empoisonner la vie de ce qu'elle aimait. Au milieu de ces alternatives d'amour, de remords et de plaisir, les journées passaient pour eux avec la rapidité de l'éclair. Julien perdit l'habitude de réfléchir. Mademoiselle Élisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à Verrières. Elle trouva Monsieur Valenod fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur, et lui en parlait souvent. Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité, disait-elle un jour à Monsieur Valenod. Les maîtres sont tout d'accord entre eux pour les choses importantes. On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. Après ces phrases d'usage, que l'impatiente curiosité de Monsieur Valenod trouva l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour-propre, cette femme la plus distinguée du pays, que pendant 6 ans il avait environnée de tant de soins, et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière, dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur. Et afin que rien ne manquât au dépit de monsieur le directeur du dépôt, Madame de Rênal adorait cet amant. Et ajoutait la femme de chambre avec un soupir, Monsieur Julien ne s'est point donné de peine pour faire cette conquête, il n'est point sorti pour Madame de sa froideur habituelle. Élisa n'avait eu des certitudes qu'à la campagne, mais elle croyait que cette intrigue datait de bien plus loin. C'est sans doute pour cela, ajouta-t-elle avec dépit, que dans le temps il a refusé de m'épouser. Et moi imbécile, qui allais consulter Madame de Rênal, qui la priait de parler au précepteur. Dès le même soir, Monsieur de Rênal reçut de la ville, avec son journal, une longue lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre, et jeter sur lui des regards méchants. De toute la soirée, le maire ne se remit point de son trouble, ce fut en vain que Julien lui fit la cour en lui demandant des explications sur la généalogie des meilleures familles de la Bourgogne.